Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et du Nasdaq. Je suis désolé, je vais avoir un débit assez rapide parce que je suis super pressé pour des raisons qui sont personnelles et indépendantes de ma volonté, mais je vais essayer quand même de vous en dire beaucoup. Bon, je vais pas faire de backtest aujourd'hui parce que j'ai eu 3 remarques très intéressantes par rapport aux divergences hier et j'aimerais revenir dessus. Ça peut vous aider, ça peut vous apporter des choses et c'est quand même l'objectif des commentaires, que ça fasse avancer le débat. Pour l'instant, on va faire rapidement le tour des indices. Le SP500 a fini quasiment à l'équilibre. Il y a eu une attaque baissière. On a perdu au pire de la séance 0,4%, pas grand-chose avant de finalement remonter. Et on est toujours dans une structure qui est haussière. Je vous rappelle que la structure étant haussière, vous avez plusieurs solutions. Soit effectivement, vous décidez d'acheter sur la zone de support ici à 72,35, 72,00. Vous attendez que ça rebondisse ou pas, stop de protection en dessous. Vous avez également la possibilité de spéculer à la baisse. C'est un peu compliqué parce que la pression elle est haussière. Mais éventuellement, si on casse cette zone de support, en cas de pullback, on pourrait éventuellement spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus. Ok, je vais passer vite parce qu'il n'y a rien de neuf en fait, hein, et on va passer à l'essentiel. Après le Nasdaq, c'est exactement pareil. On a bien une structure qui est haussière. Un peu plus de faiblesse avec le Nasdaq. Pourquoi? Parce que en particulier, la baisse des taux n'étant pas acquis, les actions n'étant pas acquises avec les propos qui ont été tenus hier, le Nasdaq avait bien profité de la perspective de baisse des taux parce que les entreprises du Nasdaq sont très souvent très endettées et donc ça leur aurait fait du bien une baisse des taux. Et là, finalement, le fait que la baisse des taux ne soit pas aussi acquise, on va dire qu'il y a quelques jours, les a pénalisés. On peut toujours envisager effectivement d'acheter sur cette zone, stop de protection en dessous, si on est acheteur. Et si on est vendeur, j'aurais tendance à dire que le plus sain serait sans doute d'attendre une cassure des 22 900, 22 670 et parier sur la baisse. Et pour le CAC 40, c'est pas aussi bon, hein. On voit que le CAC 40 est un peu faible. On paye toujours. Alors ceux qui auront joué l'étoile du soir ici se souviendront qu'on est toujours dans un schéma assez baissier qui a été effectivement déclenché. Enfin, si on trouve un élément déclencheur, ça pourrait être cette histoire d'étoile du soir et là aussi je pense que le meilleur point pour acheter de manière on va dire traditionnelle sur un retour sur la 76,00, 75,0, acheter stop de protection en dessous, ou alors si vous voulez spéculer à la baisse, je suis pas trop rassuré par rapport à la configuration actuelle, autant attendre que ça casse, que ça rebondisse et spéculer à la baisse avec un stop au-dessus, ok? Bon voilà, je suis désolé, je suis un peu rapide parce que ça a déjà été dit 50 000 fois, j'aimerais surtout revenir sur des remarques qui ont été faites et qui sont dignes d'intérêt. Alors je vais pas répéter l'histoire d'hier avec les divergences baissières, regardez la vidéo. Et 3 remarques ont été faites, je l'ai dit. La première est assez voisine. La première, c'est MM24 qui dit « Le problème, c'est qu'on parle de divergence baissière si la baisse de coût est cassée. Pourquoi vous ne parlez pas de cela ?» Tout simplement parce que c'est pas ça en vérité. L'idée que tu mentionnes, MM24, c'est une bonne idée. C'est une technique assez classique pour filtrer les divergences baissières, mais c'est pas une condition. La divergence baissière, c'est bien ce dont j'ai parlé hier, mais par contre, ton idée est une idée qui est légitime, qui est bonne, qui est connue, et je vais en reparler un petit peu plus tard. C'est donc attendre que la ligne de coût soit cassée. Autre remarque qui m'a été faite, alors non, ça j'en parlerai plus tard, c'est pourquoi tu remontes pas ton stop loss à break-even. Autre chose, voilà, c'est Europe qui dit je ne suis pas d'accord, tant que le RSI n'évolue pas en zone de surachat ou de survente, ce n'est pas pourquoi on parle d'une divergence baissière ou haussière. Là je dirais pareil ici en fait, c'est les définitions de la divergence baissière et haussière, ça peut se passer n'importe où, ok, c'est simplement quand les cours font un plus haut
et que la divergence ne fait pas de plus et que l'indicateur ne fait pas de plus haut, on ne parle pas de cassure de ligne de coup, on ne parle pas de surachat ou de survente. La preuve, c'est que par exemple sur la divergence de MACD, il n'y a pas de zone de surachat ou de survente sur le MACD. Pourtant, beaucoup utilisent les divergences sur MACD. Mais je vais revenir parce que ça aussi c'est une excellente façon de filtrer, même si encore une fois on est dans l'amélioration et le filtrage, mais pas dans la définition. Et c'est Lionel qui dit pareil, et c'est bien parce que ça veut dire quand même que vous n'êtes pas du tout naïf par rapport aux divergences. Et ben ça c'est bien. Merci Trado. D'après ce que j'avais compris, une divergence baissière fonctionnait quand le premier sommet était au-dessus de la ligne de surachat et le second en dessous, etc. Donc oui, pareil. Donc maintenant, je vais revenir sur ces choses qui ont été dites et qui sont vraiment très intéressantes. On va commencer par le SP500. Et on va prendre de l'histoire des zones de surachat et de survente. Donc si je vous montre le RSI, la zone de surachat et de survente, c'est celle de 70, etc. Naturellement, si j'avais pris le MACD, on est un peu embêté parce qu'on n'a pas de zone de surachat et de survente. Mais l'idée, c'est que, en gros, voilà, là, ce serait au regard de ce que préconisent les 3 abonnés qui partagent généreusement avec nous, c'est ça. Ça serait bon, ok? Donc, on a bien une situation où les cours ont fait un plus haut. Alors ça se joue à la marge à un point près, mais il y a bien un plus haut entre cette clôture et cette clôture. Et comme vous pouvez le voir, ici, il n'y a pas de plus haut. Donc là, ça suffit pour dire qu'il y a une divergence baissière sur RSI. Et de surcroît, ça se passe exactement à la manière dont on parle dans les exemples de nos amis, puisque c'est effectivement en zone de surachat. Et donc à partir de là, solution numéro 1 évoquée par un des abonnés, attendre que l'on casse la fameuse, entre guillemets, ligne de coup, qui serait en fait le plus bas entre les deux sommets. Donc le signal aurait été donné ici. Donc sur cette bougie-là, bon, on a eu... ça aurait été un trade perdant, mais c'est l'idée. Souvent, c'est gagnant. Là, ça n'a pas marché. Comme d'habitude, rien ne fonctionne tout le temps. Et l'autre idée, ce serait attendre simplement que l'on sorte de la zone de survente. Donc, le signal aurait été donné ici. Ça aurait été également un trade perdant, mais bon, ça dépend comment on prend son stop, etc. Mais ce sont effectivement de très bonnes façons de filtrer. Ok. Alors le problème que vous allez rencontrer, c'est que ça arrive beaucoup plus rarement du coup, puisque j'ai essayé de vous trouver un exemple qui a très bien fonctionné. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, ça a bien fonctionné. Ok. Donc pareil, on a un plus haut sur les cours, on n'a pas de plus haut sur les indicateurs. Ça se passe bien dans la zone de surachat. Là, le stop. Alors si on rentre sur cassure de la ligne de coup, on serait rentré sur cette bougie là et ça aurait été un magnifique trade gagnant. Si on était sorti simplement sur la sortie de la zone de surachat, on serait rentré on aurait tradé au même moment sur la même bougie, ça aurait été magnifique. Là, par contre, ça n'aurait pas fonctionné, comme vous pouvez le voir. Le signal, la divergence, elle existe bien entre cette bougie et cette bougie. Attendez, c'est ici. Non, par contre là ça fonctionne pas parce que vous voyez il n'y a pas de plus haut qui a été fait en clôture ni sur les cours ni sur l'indicateur, donc ça c'est pas un bon exemple puisque s'il n'y a pas de divergence, vous voyez c'est beaucoup plus rare. Voilà un autre exemple, parfait, plus haut sur les cours, pas de plus haut sur l'indicateur, signal numéro 1, on rentre sur la cassure de la ligne de coup, c'est ici. Ça aurait pas donné grand chose parce que si elle aurait été donnée ici avec un stop de protection à 1,06, on est descendu à 1,28, on aurait fait R1, c'est pas mal. Ok, bon, vous avez compris, c'est une façon de faire et encore une fois, merci à ceux qui ont pris le temps d'expliquer ça. Maintenant, je vais vous dire comment moi, je préfère gérer ça. En fait, là où je tiens compte des divergences baissières, je vais faire un schéma, ça va être plus facile à visualiser. Imaginons par exemple que vous ayez une structure qui ressemble à ça. Ok. Donc vous avez une résistance qui est, mettons, ici. Eh bien, si sur l'unité de temps inférieure, par exemple les données journalières, alors que là j'aurai un graphe hebdomadaire, je vois les cours qui... Ok. Attendez, je vais faire ça bien, sans me précipiter. Donc ça, c'est les données hebdomadaires, et en orange, c'est les données journalières. Si, à ce moment-là, se dessine
une divergence baissière sur l'indicateur, sachant qu'on est au contact d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, là j'aurais tendance à donner plus de poids à une divergence sur indicateur en disant ok, ça apparaît pas n'importe comment, il y a des chances pour que ça baisse. Donc dans ces conditions-là, j'aurais tendance à y accorder plus d'importance. Mais bon, j'en reparlerai un jour. À titre personnel, je préfère la divergence cachée que les divergences standard, ce dont on parle depuis tout à l'heure, depuis hier, c'est une divergence standard, mais pour moi, les divergences cachées sont beaucoup plus importantes. Je vous en parlerai très vite. Donc voilà comment moi, j'utilise ça. J'espère que ça vous apporte quelque chose. Testez-le, ok? Testez-le. Ça peut être intéressant pour vous de mettre en pratique ça, mais éventuellement tout, La divergence qui apparaîtrait sur une zone de support résistance tracée sur une unité de temps supérieure, plus également une divergence qui apparaît avec le premier creux en zone de surachat et le deuxième en surachat ou pas, etc. Regardez la vidéo une deuxième fois, ça sera plus simple parce que là, je suis obligé de faire assez vite, j'en suis vraiment désolé. Donc voilà, je vais arrêter là parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Vous avez la possibilité de regarder la vidéo une seconde fois parce que je suis passé vite malheureusement. Vous avez la possibilité de regarder la vidéo de l'or également qui redémarre. Ça pourrait vous intéresser. Merci pour tous les messages que vous avez déposés hier en soutien à mon travail. Merci également à ceux qui ont dit de manière très courtoise, très constructive, qui n'étaient pas d'accord avec ce que j'avais dit. C'est toujours bien. Les commentaires, ça sert à faire avancer le schmilblick et c'est exactement comme ça que je l'ai pris. À demain pour la mise à jour.